merci d'être avec nous pour le magazine de la santé. Allô docteur Benoît, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Dans l'actualité, on va parler de quelque chose de tout à fait étonnant, c'est l'impression 3D pour la chirurgie cardiaque. Vous verrez, c'est assez incroyable. On parlera aussi des dons de gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. Il manque notamment des ovocytes, on verra ça avec notre invité. Et puis c'est la semaine de l'emploi des personnes handicapées. Nous suivrons une expérience originale dans une entreprise pour sensibiliser les employés. Dans les chroniques, la santé connectée avec Olivier Levard, il va être question du sommeil. Et puis avec Alain Astier, qui est professeur de pharmacie, on verra si ce qui est écrit sur les boîtes de médicaments, vous savez, la date de péremption, ça doit être respecté ou pas, et selon les médicaments. Vous verrez ça tout à l'heure. Dans le carnet de santé, rencontre avec une équipe médicale originale, puisqu'il s'agit d'une consultation maritime en Haute-Garonne. Une consultation réservée bien sûr aux pathologies des marins, qu'ils soient professionnels ou plaisanciers. In vivo, nous sommes toujours à l'Oncopole de Toulouse. Aujourd'hui, direction le bloc opératoire, un bloc opératoire où on opère dans cet hôpital ultramoderne avec un robot. Grâce à cette vision très fine et à l'assistance robotique, le chirurgien opère donc à distance avec l'aide de l'équipe. C'est un vrai confort pour lui et il a surtout le plaisir de réaliser un travail d'une grande rigueur. Dans Allo Docteur, aujourd'hui, il sera question de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Une atteinte de la rétine qui fait des ravages et qui empêche de voir correctement. On verra qu'une rééducation peut permettre de limiter les dégâts. On suivra Suzanne qui a 90 ans. On va poursuivre maintenant à travers le jeu, à travers des mots mêlés verticaux. On travaille tout ce qui est exploration visuelle. V-A-S-I-L-I-C. Parfait, alors je vous laisse l'entourer. Oh là là là. On travaille en s'amusant. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Voilà, que ça soit tout une à fait. distraction. Exactement. Voilà, et puis Pas c'est une la corvée. question aussi évidemment des injections pour certaines formes de DMLA. Tout ça, ce sera tout à l'heure. Pour poser vos questions, pour réagir, pour témoigner, pour tout ce que vous voulez. Le téléphone portable 41 555, Internet allodocteur.fr et france5.fr. Et puis le réseau Twitter, #SantéF5. On vous rappelle évidemment qu'on est en direct avec vous et ce jusqu'à 15 h au moins. Et que c'est pas une corvée pour nous d'être là. Ah, c'est genre un plaisir. Hein. Distraction. Genre, voilà. Allez, on commence d'abord avec le journal. L'impression 3D est-elle l'avenir de la chirurgie cardiaque? Des médecins américains ont annoncé avoir réussi à opérer 2 bébés et une jeune femme atteinte de malformations complexes grâce à cette technique. Alors évidemment, hein, l'idée, ça n'est pas d'implanter ces organes imprimés, mais de s'en servir comme d'un outil pour préparer au mieux des interventions chirurgicales très compliquées. Les explications, c'est avec Victoire Ménial, Céline Morel, Hervé Droguet. Dans les cas de malformation cardiaque, les médecins observaient jusqu'à présent le cœur des patients grâce à des échographies, des scanners ou des IRM. La limite de ces images en 2 dimensions, c'est qu'elles ne révèlent pas toujours toutes les complications que peut présenter le cœur malade. Grâce à la modélisation et l'impression 3D, des chirurgiens américains ont pu visualiser précisément chaque malformation cardiaque en amont de l'opération. Objectif, se préparer au mieux à la réalisation d'un geste chirurgical très complexe. L'impression 3D permet de mieux comprendre donc dans toutes les dimensions de l'espace, la malformation. Parfois les malformations sont rares ou complexes, et pour le chirurgien il est essentiel d'appréhender, de préparer son geste, et donc le fait de pouvoir visualiser, et le mieux c'est en 3 dimensions, une malformation, c'est à l'évidence un avantage, puisqu'il n'y aura pas de surprise au moment de l'intervention. On pourra savoir exactement quel geste était à réaliser, les dimensions exactes des malformations à corriger. Si cette technologie est peu coûteuse et facilement réalisable autant pour un cœur d'adulte que pour celui d'un bébé, pour ce médecin, elle ne semble intéressante que dans certains cas. La pathologie qui se prête à mon sens le mieux, c'est les cardiopathies congénitales, puisque ce sont des malformations dans l'espace. Donc typiquement, pour ce type d'intervention complexe, avec beaucoup de variations d'un patient à l'autre, il n'y a pas de pathologie congénitale exactement pareille, une variété infinie de malformations. Donc c'est typiquement une application idéale pour ce type d'intervention. Pour diminuer les risques de ces chirurgies lourdes, l'impression en 3 dimensions pourrait devenir indispensable. Prochaine étape, l'utilisation pour l'impression des cœurs de matériaux plus mous, donc plus proches de la réalité. En plus d'observer le cœur, les chirurgiens pourront désormais répéter leurs gestes avant même l'opération.
Toujours impressionnant. Il était devenu en quelques mois l'un des médicaments les plus chers de l'histoire de l'assurance maladie. Nous vous avons déjà parlé du Sovaldi, un traitement contre l'hépatite C. Eh bien, le ministère de la Santé a annoncé ce matin avoir réussi à négocier le prix à la baisse. Oui, le prix a en effet été fixé à 13 667 €. La boîte de 28 comprimés, oui quand même, alors que jusqu'à présent, le laboratoire en demandait 18 667 €. Une ristourne très intéressante selon le ministère, puisque la France devient ainsi l'un des pays d'Europe où ce médicament sera le moins cher. On précise quand même, évidemment, que ce n'est pas a priori destiné à tous les patients qui sont porteurs de cette hépatite C, mais aux cas les plus sévères. Le prix peut paraître très élevé, mais ce Sovaldi, il faut le dire, est considéré comme un traitement tout à fait révolutionnaire. Oui, il permet d'obtenir des taux de guérison de près de 90% chez les patients atteints d'hépatite C, une maladie du foie qui touche près de 200 000 personnes en France et qui peut entraîner des cirrhoses ou des cancers. Et si vous deveniez donneur de bonheur, c'est le nouveau slogan choisi par l'agence de la biomédecine pour inciter les Français au don de gamètes. Qu'il concerne les spermatozoïdes ou les ovocytes, ces dons sont indispensables pour permettre aux couples infertiles de recourir à une assistance médicale à la procréation, mais ils sont encore largement insuffisants pour répondre aux besoins. Plus de 2000 couples sont par exemple aujourd'hui en attente d'un don d'ovocytes. Pour en parler, on accueille le professeur Dominique Royer qui dirige l'activité procréation à l'agence de la biomédecine. Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on peut donner son sperme, si là ça paraît plus simple, ou ses ovocytes? Eh bien, pour donner ces gamètes, on donne ces spermatozoïdes en étant âgé de 18 à 45 ans. Et ce don se fait par masturbation. Et pour le don d'ovocytes, ça consiste pour une femme dont l'âge est compris entre 18 et 37 ans à réaliser l'équivalent d'une fécondation in vitro sans le transfert de l'embryon, donc réaliser simplement le prélèvement des ovules. Donc il y a stimulation ovarienne et ensuite prélèvement. Absolument. Alors on le sait, ce sont les dons d'ovocytes qui font le plus défaut. On avait essayé de compenser ça dans la loi de bioéthique de 2011 en autorisant les hommes et les femmes à donner alors qu'ils n'étaient pas encore parents. Parce que jusqu'à maintenant, la loi impose qu'on soit déjà parent pour être donneur. Mais il y a un petit problème, c'est que le décret d'application n'a toujours pas été publié. Donc on ne peut pas demander à des gens qui ne sont pas parents de donner leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes. Comment on explique que ce décret soit resté encore dans les cartons? Alors peut-être quelques explications pour comprendre pourquoi le don d'ovocytes est un petit peu plus aigu que le don de spermatozoïdes. En fait, il y a un besoin de ces deux types de gamètes parce que pour le don de spermatozoïdes, il y a besoin d'une certaine diversité. Pour le don d'ovocytes, il y a effectivement une insuffisance. Il faudrait à peu près 900 donneuses d'ovocytes pour satisfaire les besoins. On a pour l'instant un peu plus de 400 dons. Mais pourquoi ? Mais tout simplement parce que une femme, quand elle donne ses ovules, permettra au mieux de permettra, si vous voulez, d'obtenir 2 grossesses à partir de son don. Alors qu'un homme qui donne ses spermatozoïdes peut générer, et ce sera limité, à 10 grossesses. Donc il y a forcément une limitation. Pourquoi le décret n'a pas été publié? Parce qu'il est pour l'instant toujours en discussion et avant sa promulgation. Mais rappelons que l'objectif qui était fixé était d'essayer de toucher des cibles un peu plus jeunes, parce que rappelons-nous que l'âge de la première maternité en France est de 30 ans. Donc l'objectif de cette mesure est d'essayer d'élargir un petit peu les choses et d'obtenir des dons réalisés plus jeunes. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, l'important, c'est de permettre à des gens qui sont en situation de pouvoir donner, donc hommes et femmes, 18 à 37, 18 à 45, d'être sensibilisés, de savoir ce que c'est et de savoir dans quelles conditions ils peuvent réaliser ce don et surtout être, comme le dira cette campagne, donneur de bonheur. Il faut quand même qu'on sorte le décret du... C'est ça, parce que 3 ans, ça commence à faire long. On a une idée de quand il va sortir, ce décret? Je n'ai pas d'éléments de réponse sur ce plan. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le don d'ovocytes ou de spermatozoïdes, il y a un site, enfin 2 sites plutôt, dondovocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un chômage qui augmente 2 fois plus vite que la moyenne, des qualifications souvent plus faibles. Le handicap reste un frein majeur pour trouver un emploi. Oui, c'est pour sensibiliser le monde du travail à cette problématique que les associations organisent en ce moment la 18e semaine de l'emploi des personnes handicapées. Certaines entreprises ont choisi un mode de communication plutôt original. Vous allez voir ça dans ce reportage signé Claire Ricard, Mathieu Crécio et Jean-Philippe Bellody. Je vais vous demander de ranger toute source de lumière, donc portable, montre, si vous avez des montres un peu réfléchissantes, tout ça vous les cachez. Les instructions, Caroline et Brigitte ont plutôt tendance à les donner. Mais aujourd'hui, ces 2 hôtesses de l'air se retrouvent dans le siège passager.
D'accord. Claire qui ferme la marche. Ok, alors on y va. On va franchir donc 3 rideaux ensemble. C'est impressionnant, hein. Destination, le Dark Lab, une pièce entièrement plongée dans le noir pour permettre aux participants de se mettre dans la peau d'un non-voyant. On perd un petit peu le sens des proportions, des distances. J'ai l'impression d'être dans le vide, d'être dans un vide total. Heureusement qu'on se tient. Heureusement qu'on se tient et qu'on nous guide. Et pour les guider justement, Florence est dans son élément. Cette animatrice non-voyante organise une petite dégustation, à l'aveugle forcément. Ça donne quoi au niveau du toucher? Le toucher, l'odorat, le goût, tous les autres sens se mettent en éveil pour deviner les différents ingrédients. Moi j'aime bien. De fraises avec... Pas fraises. Non, figue. Figue, exactement. Confiture de figue, mais avec quoi? Une tomate séchée. Tout de suite, quand on dit, c'est facile. Là, ils sont complètement dépendants de nous. Nous sommes les acteurs principaux de la salle. Hein. S'il n'y a pas d'aveugle dans la salle, vous êtes perdus. Donc ça inverse aussi les choses. Ça permet de montrer aux gens qu'on est capable de travailler. Car derrière cet atelier de sensibilisation se cache une dure réalité. Les personnes en situation de handicap ont toujours autant de difficultés à trouver un emploi. Le taux de chômage des personnes handicapées est toujours 2 fois supérieur au taux de chômage des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc manifestement, encore des discriminations à l'embauche et des difficultés pour ces personnes à la fois d'accéder à l'emploi dans l'entreprise et de s'y maintenir. Il est donc important de combattre les préjugés à tous les échelons de l'entreprise. Mais pour changer les regards, on peut aussi être à l'écoute. C'est le choix qu'a fait cette autre société. Ce midi, le café est offert, mais chut, motus et bouche cousue. Les personnes sont à la découverte de la langue des signes et aussi ils essaient de comprendre comment on peut communiquer. Pas forcément que la langue des signes, il y a plusieurs modes de communication. Les signes, les gens peuvent s'apercevoir que ce n'est pas si difficile. Il suffit de les mettre à l'aise et après, ça vient naturellement. Et effectivement, la leçon est vite apprise. Bonjour, je veux un jus d'orange. S'il vous plaît, c'était comme ça. Voilà. Café, ça va être ce geste-là, ce signe-là, pour imiter le fait de moudre les gants. À travers un café ou une dégustation à l'aveugle, ces événements permettent aussi de mettre le sujet du handicap au cœur des conversations. La difficulté, c'est souvent un tabou, en fait, la méconnaissance du handicap. On ne sait pas ce que c'est. Justement, ce type d'événement permet de démystifier, d'enlever ce tabou, de mieux faire connaître le handicap. Il ne faut pas oublier que seulement 15% des handicaps sont visibles, 85% sont invisibles. Et parler du handicap, sensibiliser, ça permet une meilleure acceptation des collaborateurs handicapés. En France, les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de recruter 6% de travailleurs handicapés. Un objectif qui n'est toujours pas atteint. Et on termine ce journal avec un nouveau mot dièse, un nouveau hashtag, un nouvel hashtag, apparu hier sur Twitter, qui met en lumière les rapports parfois compliqués que les femmes entretiennent avec leur gynécologue. Et vous allez voir, il y a des remarques assez savoureuses. Je sais pas si c'est le terme. Je sais pas. On en a sélectionné, regardez, quelques-uns parfois pour vous regarder. On va voir ça apparaître tout de suite. T'as quel âge? 27 ans pour les enfants, il faut que tu fasses attention, tu seras bientôt périmé, c'est classieux. Ou encore à la visite post-accouchement, vous étiez plus jolie la dernière fois que je vous ai vu, sympa aussi. Et puis un dernier, avec votre hygiène de vie, mademoiselle, un frottis s'impose, de quoi je me mêle? Donc voilà, vous voyez que ce nouveau mot-clé, c'est hashtag paye ton utérus. Tout y passe, réflexion sexiste ou paroles déplacées. Alors on trouve aussi quand même des messages qui rendent hommage à certains gynécologues ou sages-femmes formidables, heureusement. Voilà, mais ça débat. Les autres ont qu'à en prendre un petit peu de graines. Allez-y, tweetez vous aussi. Voilà. Faites-nous en part. C'est la fin de ce journal. Notre hashtag, c'est hashtag santé F5, comme ça on pourra vous lire aussi. Oui, mais nous on met que des trucs sympas dessus, évidemment. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, Benoît, un petit rappel. Dans les chroniques, on va parler des dates de péremption indiquées sur les boîtes de médicaments avec Alain Astier, notre pharmacien, et de la santé connectée avec Olivier Levard. On va parler du sommeil aujourd'hui. Dans le carnet de santé, reportage auprès de médecins urgentistes spécialisés dans les pathologies de la mer, pour les marins, les pêcheurs ou les plaisanciers qui souffrent de pathologies spécifiques à la navigation. In Vivo se déroule toujours à Toulouse, à l'Oncopole, aujourd'hui au bloc opératoire de la chirurgie d'une femme porteuse d'un cancer de l'utérus. C'est un robot qui opère avec le chirurgien, bien sûr, qui surveille.
même qui manipule le robot. Le robot n'agit pas tout seul. Et à 15h, dans Allo Docteur, on parlera de la 15h, 15h, c'est trop tard. C'est trop tard. Oui, Restez avant. On parlera de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On verra quels signes doivent alerter et conduire à consulter. Évidemment, il sera question de traitement, éventuellement de prévention. On va d'abord retrouver notre invité. Salto mortal, c'est le nom d'un saut en arrière très périlleux et le titre d'un film. Antoine Rigaud, bonjour. 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 Vous êtes funambule. Vous l'êtes toujours aujourd'hui, malgré un accident qui vous a laissé paraplégique. Cet accident, il n'est pas lié à votre activité professionnelle. C'est pas une chute. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a, comme funambule, marché sur les fils à toutes sortes de hauteurs. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite penser l'accident tomber chute du fil. Ben non, parce qu'en fait, on n'est pas là par hasard. En fait, c'est toute une vie qui nous emmène à un endroit où on rêve d'aller, donc on maîtrise parfaitement ce qu'on fait. Et finalement, on est plutôt, entre guillemets, en sécurité. Ou en tout cas, on aménage tout pour être le plus en sécurité possible quand on est sur son fil à 20 mètres dans l'air. Voilà. Alors que dans la vie quotidienne, on est moins vigilant. Bah, des fois, c'est juste en traversant une rue. Enfin, c'est vrai que les accidents, après, c'est des concours de circonstances, c'est des choses comme ça. Voilà, en l'occurrence, vous racontez dans le film, c'est un mauvais plongeon. Voilà. En s'amusant dans la mer avec des camarades. Beaucoup d'excitation, un concours de circonstances, en fait, plusieurs, et puis un mauvais réflexe, et puis un enchaînement de situations, de coïncidences, qui fait que... on faisait des acrobaties. Voilà, on s'amusait, on faisait des fous. Bon, voilà, il y avait eu beau... Oui, on traversait un moment sans doute un peu difficile aussi, donc il y avait besoin d'un relâchement. Enfin bon, et tout d'un coup, et c'est toujours un moment un peu euphorique en fait. Voilà, on avait traversé cette première d'une grande tournée aux États-Unis avec notre spectacle. Enfin, il y avait toute la préparation de ça. Et puis voilà, un mauvais réflexe, une erreur, voilà. Vous avez touché le fond. J'ai touché le fond et comme j'attendais pas le choc n'a pas été violent. Hein, c'était pas un saut de hauteur, mais quand on n'attend pas un choc, le corps se prépare pas et en fait. Le 80 kg de muscle sur le coup, ça le fait pas quoi. J'ai touché le fond et c'est les vertèbres ont écrasé la moelle. Voilà, c'est parti. Alors, Guillaume Kozakiewicz, je ne sais pas si j'écorche son nom. Kozakiewicz vous consacre un documentaire qui va sortir au cinéma, qui s'appelle Salto Mortale, qui sera donc dans les salles mercredi prochain. On va d'abord regarder la bande-annonce et puis on en reparle. Une vertèbre est partie, à partir du moment où la vertèbre est partie, elle a emmené en moelle épinière et donc c'était fini. Non, après, la question c'est comment on se retourne et comment on continue à vivre avec ce qui nous arrive. Putain, mais c'est dingue, j'ai jamais marché comme ça. Franchement, non mais crispe pas de la gueule. Chaque jour, chaque micro-événement peut te renvoyer à ce sentiment de différence, presque d'anormalité. On apprend, on s'y fait. Mon corps n'est plus normal, il est dans un autre registre. Mais il peut amener une émotion et trouver sa place dans le cirque. C'est un langage modifié, bousculé, mais qui continue à exister. Alors, on lisait après votre accident, écrasement de la moelle épinière, a priori c'était le fauteuil roulant. Or, on vous voit marcher. C'est sur des émotions, hein. Ça vous a ému, ouais. Bah oui. Oh. Non, mais c'est vrai que l'histoire, elle a duré 2 ans et demi, et puis bon, l'accident, ça date de 14 ans maintenant, donc des fois je retraverse des choses, bon, c'est toujours... Mais bon, ça reste que dans le fond joyeux, parce que j'étais tellement bien entouré, et puis voilà, je me suis découvert, donc effectivement, la moelle épinière, dans l'état où elle était, c'était très très pessimiste, en fait, effectivement. Et donc, oui, j'ai été complètement paralysé, même un bras, parce que c'était très haut, c'était C7. Septième cervicale, oui. Voilà. Donc j'ai été
Bon, là, il y avait ce côté très pessimiste, mais bon, mon accident, je l'ai eu aux États-Unis, et il se trouve que là, il laissait la porte ouverte. Il y avait une espèce de reconnaissance de l'ignorance, voilà. Et puis bon, en sachant que j'étais un sportif, je veux dire, mon acrobatie, mes 25 ans de travail physique, voilà, j'avais un de haut niveau travail physique. Donc on laisse ouvert parce que je fais forcément, je peux rentrer, on va dire, dans ceux qui sont qui représentent comment dire à la règle. L'expérimentation. Non, je voulais dire les exceptions à la règle. Ah, oui. C'est-à-dire voilà. Donc voilà, c'est vrai que quand on fait du physique à ce point-là, on développe plein de choses. Je veux dire la circulation et puis on développe voilà, dans le corps, on connaît son corps parfaitement. Enfin bon, voilà, mais puis j'étais... Vous ne répondez pas aux statistiques Voilà, on va dire non, c'est vrai que... Et donc, voilà, ça je voulais dire, c'est que le chirurgien laissait la porte ouverte, parce qu'il dit, bon, même en regardant sur l'IRM, en regardant l'impact, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire, il y a des réactions très différentes par rapport à... Voilà. Alors, voilà. On voit dans le documentaire que c'est pas parce que vous parvenez à marcher que les choses se font facilement, c'est que chaque fois que vous levez ou que vous vous apprêtez à travailler, c'est un long réveil du corps, il faut qu'il se mette en marche. Et il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a des fois où vous dites non, aujourd'hui je ne vais pas aller faire. Non, mais disons que non, mais après c'est la force de la tête, c'est ça aussi, c'est que on se découvre soi-même quand on a une situation extrême qui nous arrive dessus. C'est vrai que moi je me suis découvert des énergies que je connaissais pas et en fait c'est une force sans doute, voilà, parce qu'il n'y a qu'à cet endroit-là qu'elle peut s'exprimer. Donc je me suis retrouvé là et donc effectivement après le corps. Il faut le solliciter, il faut le faire fonctionner. Si on se laisse aller, qu'on lâche l'affaire, le cortex ça s'efface. Enfin, voilà, c'est pour ça que je suis assez révolté avec comment j'ai été géré ensuite en France, en fait, parce que bon, ils ont vu l'impact de la maladie finir. Bon, j'étais complètement paralysé, hein, ça a duré 10 mois, donc ils ont dit, non, pour eux, il n'y avait aucune chance, en fait. C'est ça qu'on m'a renvoyé. Alors après, on nous explique que oui, mais on dit ça parce que on préfère éviter les fausses espoirs et tout ça. Les Américains ont eu la guerre du Vietnam aussi avec tous les vétérans et ils ont une expérience différente du handicap, c'est clair. Ils ont dit, on ne sait pas, il y a moyen, il faut se battre et tout, et là, au niveau de l'énergie, ça aide. Mais voilà. Alors, vous êtes revenu sur scène, sur la piste, et même sur le fil, même si vous n'êtes pas les cabrioles d'avant. Oui. Est-ce qu'il y a eu une appréhension à revenir comme ça en scène, ou ça a encore été un moteur ? Mais, en fait, c'était pas vraiment un objectif de remarcher sur le film, mais de toute façon, je triche. Je veux dire, on me tient même du bout des doigts, donc je reste. Le funambule, il commence à exister quand il cherche son équilibre complètement. Là, je suis accompagné, donc là, moi, je suis assez. Donc, mais si, effectivement, les pieds, ils ont été contents de ressentir le fil. Il y a plein de choses comme ça. Ça a déclenché, forcément, ça réveille des choses. Et avec le handicap que vous avez aujourd'hui, la mémoire. Parce que vous n'avez pas les mêmes sensations qu'avant, le même tact qu'avant, ça réveille quand même des sensations anciennes ? En fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me poussais, que j'appréhendais les choses d'une manière plutôt ludique, et petit à petit, il y a toujours des petites choses qui apparaissent. Enfin voilà, des sensations. Après, pour mettre des choses en route et tout ça, c'est encore une autre affaire. Mais j'y crois toujours. C'est ça aussi qui me porte, quoi. Je veux pas. Voilà, je me dis, on connaît tellement pas grand-chose du corps et c'est déjà. Voilà, c'est déjà assez incroyable par rapport à là d'où je viens et où j'en suis. Et je pense, pour moi, c'est toujours ouvert, quoi. Et avec votre entourage, puisque votre femme danse avec vous. Oui, bien sûr. Après, travaille avec vous. Ça, c'est très très important. Et là, oui, évidemment, c'est difficile. Je pense qu'on s'en sort pas seul non plus. Alors, on rappelle le nom de votre troupe, ça s'appelle Les Colporteurs. Et puis, donc, il y a un site, lescolporteurs.com. Et le film sort mercredi 26 novembre de Guillaume Kozakiewicz. Très bien. Ça s'appelle Salto Mortal et ça sera dans les salles de cinéma le 26 novembre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À 14h30, Allo Docteur va être consacré à la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie de la rétine très fréquente qui doit être diagnostiquée au plus tôt parce qu'il y a des traitements, mais encore faut-il connaître les signes de la maladie. Lorsque je regardais un objet, si cet objet comportait une ligne droite bien affirmée, je voyais une ondulation dessus. Ça n'a pas retenu mon attention plus que ça. Et puis progressivement, ça s'est accentué et alors la tache est apparue.
Ça s'est fait sur une période d'une quinzaine de jours, je pense. Il décide d'aller consulter son ophtalmologiste qui diagnostique une DMLA de forme humide. 41 555 pour vos SMS, allodocteur.fr, france5.fr ou encore hashtag santéf5 si vous préférez passer par Facebook ou Twitter. Et on accueille nos chroniqueurs. On accueille Alain Astier, professeur de pharmacie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. On va parler avec vous dans quelques instants de ce qui est écrit sur les boîtes de médicaments, comme sur les yaourts et sur tout le reste. Il y a une date de péremption, on verra à quoi ça correspond. Et vous allez récupérer, ne vous inquiétez pas, vos petites boîtes pour nous les montrer. Ne vous en faites pas, vous les aurez. Je ne suis pas inquiet. Bon, on va commencer avec la santé connectée. Olivier Levard, bonjour Olivier. Bonjour. Et cette semaine, vous allez nous aider à trouver le sommeil. Oui, alors j'adorerais vous faire une démonstration d'hypnose, mais non, je n'ai pas encore ces compétences, pas du tout. Comme d'habitude, je vais jouer le rôle de geek de service. Je vais vous présenter des nouveaux objets autour de ce qu'on appelle le sommeil connecté. Ce sont plein d'objets bizarres qui sont reliés à votre téléphone portable, hein, vous commencez à avoir l'habitude, qui vont vous aider d'abord à analyser votre sommeil, mais aussi à avoir un impact direct sur celui-ci. Vous allez pouvoir les utiliser pour mieux vous endormir et même pour vous réveiller en douceur. Alors on commence avec un produit français. Oui, c'est français, monsieur. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau et design, ça ressemble à une cheminée de paquebot. Ah bah oui, c'est vrai. On est presque en croisière. Et ça s'appelle Aura. Donc ça a été lancé par le français WeThings, qui est un des grands acteurs mondiaux des objets connectés. On les voit un peu partout. Et c'est composé alors de 3 morceaux. La fameuse cheminée, ce truc mou que vous mettez sous votre matelas. Donc il faut vraiment le glisser entièrement sous l'endroit où vous dormez. Les deux sont évidemment reliés. Et puis comme d'habitude, hein, votre téléphone portable avec une appli dédiée. Et tout ça, ça va nous aider à dormir. Oui, alors c'est scientifique, paraît-il. Allez-y. En fait, c'est l'impact de la lumière sur notre organisme, les longueurs d'onde lumineuses, qui ont aussi un impact sur la couleur de la lumière, qui jouent sur nos phases de sommeil et d'éveil. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir un impact là-dessus. Alors ça pourrait paraître un peu n'importe quoi, mais je vous assure c'est sérieux. Par exemple dans les navettes spatiales, dans la station spatiale internationale, je l'ai déclenché par erreur, mais on va le voir tout de suite. La NASA utilise ça, la transition est toute faite du coup. La NASA utilise ça pour aider les astronautes à s'endormir. Alors je l'ai lancé, moi c'est ce que j'utilise pour dormir en ce moment. Vous voyez cette lumière rougeoyante? On le voit bien. Et écoutez ce bruit. Alors ça, c'est ce que moi j'ai choisi pour m'endormir. J'adore. Vous entendez ou pas? Oui. Les vagues. Ah oui. Donc le soir, vous avez ça. Ça simule en fait la couleur d'un coucher de soleil. Alors pour pas que ce soit trop fort, hein, si vous vraiment vous voulez pas avoir trop de lumière, vous pouvez le régler. Hein. Donc on a le gros et le petit coucher de soleil. Oui. Et ça permet de vous endormir progressivement. L'intérêt, si vous êtes un peu tendu avant d'aller vous coucher, par exemple quand vous avez une chronique le lendemain au magazine de la santé, pas besoin de somnifères. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain. Est-ce que c'est mieux que des médocs? Ah, c'est mieux que les médicaments, ça c'est clair, c'est beaucoup moins dangereux et probablement aussi efficace. Voilà, comme quoi il y a une grosse part psy dans le sommeil. En tout cas, pour moi, pour m'endormir, ça marche. D'accord. Et pourquoi on glisse un truc en dessous du matelas, pardon? Parce que, alors, ce truc est incroyable, il y a plein de capteurs à l'intérieur et ça permet de voir vos mouvements, si vous êtes dans un sommeil léger ou lourd. Ah, c'est en fonction de ça qui va s'éteindre? C'est en fonction de ça qui va s'éteindre plus tôt. Qui va alterner les rythmes veille-sommeil, quoi. Tant que vous bougez, exactement, vous avez la vague. Ça y est, Olivier dort, j'ai plus besoin de bosser. Donc là, il s'éteint. Et en plus, ça permet même de capter les pulsations du cœur à travers le matelas. Ne me demandez pas comment ça marche, ça, mais ça marche. Ça, je demande à voir. Comment on se réveille? Comment on se réveille, c'est la même chose. Parce que j'ai plus de rouge là. Alors, j'ai pas mis de réveil pour pas que ça se déclenche à n'importe comment dans l'émission. C'est la même chose. À votre réveil, parce que les gens, comme on est en direct, les gens vont dire c'est n'importe quoi, on n'est pas en direct. C'est l'heure à laquelle je me suis endormi hier soir. C'est l'heure du crime. Alors le matin, c'est en bleu. Alors vous avez vu le soir les vagues, un truc calme. Alors le matin, moi, c'est forêt tropicale. Alors là, on est à Rio. Je peux entendre ou pas? Non, après l'émission, à la prochaine fois. Et imaginez si ça se déclenche en plein milieu de ma chronique, c'était trop exact pour le faire. Mais imaginez, Marina, la forêt tropicale, ses habitants à plumes, vous vous réveillez de bonne humeur et c'est progressif, c'est-à-dire qu'en fonction de mes mouvements sur le matelas, il va se dire tiens là, il est en train de se réveiller, c'est le moment de déclencher la forêt. Et ça part. Alors que si vous êtes en sommeil profond, il se dit je vais le laisser encore dormir 10 minutes, évidemment, vous lui donnez une phase, un moment où il faut vous réveiller. Il va choisir le moment idéal pour vous réveiller. C'est cher? C'est un peu cher. Ça coûte 300 €. L'intérêt aussi, c'est que le matin,
vous avez des données sur votre sommeil. C'est un peu ce qui justifie le prix, c'est que ça va analyser le sommeil toute la nuit. Voilà ce qu'on voit à l'écran. Vous avez donc là, sur une nuit, comment est-ce que vous avez dormi, profond ou pas, est-ce que je me suis réveillé pour faire pipi? Et ça, c'est sur une semaine, vous pouvez évaluer, voir par exemple, c'est que si vous êtes fatigué tout le temps, c'est pas parce que vous avez des soucis, c'est juste que vous dormez pas assez, et ça souvent on l'oublie. Et l'ampoule là que vous avez? Alors ça, c'est la solution pour dépenser moins d'argent. Ça, c'est un peu le grand luxe dans cette catégorie. Alors ça, c'est français aussi, ça s'appelle Oli. Ça fait la même chose, c'est-à-dire que cette lumière rouge pour le soir... C'est moins joli, hein? C'est moins joli. Oui, mais ça, vous le mettez dans n'importe quelle lampe de chevet. D'accord. Ça, c'est pour faire votre propre lampe de sommeil connecté. Donc, vous le mettez dans votre lampe de chevet que vous avez déjà, il n'y a rien d'autre à acheter. Voilà, vous achetez l'ampoule à 80 €. Ça fait la même chose, rouge le soir, bleu le matin. Alors, en plus, il y a une petite fonction gadget que je voulais vous montrer. Si vous voulez vous faire une petite sieste, mais que vous êtes un peu stressé, vous faites ça. Évidemment, ça ne marche pas. On va retenter le coup. C'est normal, hein, en direct. C'est toujours comme ça. Essayez encore une fois. Essayez encore. Bon. Même à l'instant, il a pris ses boîtes de médicaments en direct. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça s'allume en violet. Et là, l'ampoule, je fais des gestes pour simuler que cet appareil fonctionne. Oui, parce qu'on pourrait s'inquiéter. Hein. J'y mets beaucoup de cœur. Ça s'allume en violet. Alors ça, je peux pas vous le faire. La lumière décroît et croît et vous calez votre respiration là-dessus. Donc imaginez, Marina, vous avez un petit coup de stress, vous arrivez juste avant le direct. Après, vous installez sur le canapé de l'émission, vous regardez ça. Et vous mettez votre respiration. Vous me réveillez 2 heures après. Et ça vous réveille 2 heures après, quand vous lui avez dit. D'accord. Bon, eh bien, vous revenez dès que ça marche. Mais je vais vous montrer un dernier truc en attendant. Non, on n'a pas le temps. Hyper rapidement. Bientôt, ça existera pour toute la famille. C'est français aussi, ça sort au mois de janvier. Vous mettez ça sur votre table de nuit, vous mettez ça sous le matelas de chacun de vos enfants. Imaginez, vous en avez 4. S'il se réveille la nuit, vous êtes prévenu. Si votre ado vous dit qu'il n'est pas en train de lire sous sa couette ou de jouer à l'iPad, vous êtes prévenu. Et ça balance toute la famille. Comment on flique les enfants? Voilà. C'est un peu dur, ça. Mais c'est joli. En janvier. Bonjour, la confiance dans la famille. Et le design aussi est joli. Je travaille là-dessus. D'accord, merci beaucoup. On va parler des marins, pêcheurs ou plaisanciers, hommes et femmes de la mer sont victimes de nombreuses pathologies spécifiques à la navigation ou relevant de la médecine générale. Et pour leur venir en aide, il y a donc une équipe de médecins spécialisés, Benoît. C'est le centre de consultation médicale maritime et il est intégré au SAMU de la Haute-Garonne. Les médecins urgentistes qui assurent ces consultations sont les héritiers d'une longue tradition de médecine maritime. Voyez ce reportage de Marika Julien, Olivier Aspitart et Yann Lassibille. Carence alimentaire, manque d'hygiène, mais aussi bataille navale. Depuis toujours, la santé des marins est mise à rude épreuve. Très vite, les médecins de la marine identifient des pathologies bien spécifiques. La maladie du marin, par excellence, c'est le scorbut. Elle se déclare au bout de 68-75 jours de mer, mais elle fait des ravages. Alors après, il y a les combats qui sont source de blessures extraordinaires. Le pire, ce sont évidemment les amputations des membres, bras, jambes, les yeux, souvent crevés. Au début du XVIIe siècle, le cardinal Richelieu crée les flûtes hôpitaux, des navires chargés d'accompagner les escadres pour soigner l'équipage. Mais tous les marins n'ont pas la chance d'être suivis par des médecins. Les médecins, le corps de santé et les chirurgiens de marine sont obligatoires sur tous les navires à partir d'un certain effectif d'équipage. Il est évident que sur les petits bateaux de pêche, on ne va pas avoir un médecin du bord. Sur les bateaux de commerce non plus. Et donc le capitaine aura notamment ce qu'on appelle le médecin de papier, c'est-à-dire le b.a.-ba pour soigner comme il peut, sans aucune compétence, les bobos plutôt du bord que les vraies maladies. Au fil des ans, le médecin de papier a été remplacé par des guides de plus en plus complets. Car s'il n'y a pas de médecin à bord, c'est le commandant qui assume la responsabilité médicale de l'équipage. Mais aujourd'hui, les capitaines, même en pleine mer, ne sont plus seuls face à la maladie. Et lorsqu'un marin téléphone à un médecin, l'appel arrive ici, à Toulouse. Oui, allô, bonjour. Bonjour, docteur Tabarly au CCMM. Il planté un hameçon dans le doigt. Plusieurs cas en fait de tuberculose, c'est ça à bord hein? D'abord, on a fait un tubertest pour tout l'équipage. Nous sommes 44. Pour l'instant, vous avez fait quoi? Vous avez désinfecté ou... Pour le moment, non. Il est de quelle nationalité ce monsieur? Salvadorien. Il est vacciné contre le tétanos ou pas? Oui, il me dit oui il y a longtemps en rigolant.
Petit bobo ou gros traumatisme, depuis 1983, le Centre de consultation médicale maritime est intégré au SAMU de la Haute-Garonne. Des médecins urgentistes se relaient 24 heures sur 24 pour assister des marins aux 4 coins du monde. En moyenne, ils effectuent 4000 consultations par an, dont environ 3/4 de maladies et 1/4 de traumatisme. L'objectif des systèmes d'aide médicale en mer, c'est d'apporter à toute personne qui a un problème de santé sur un bateau des soins de la même qualité, enfin aussi proches que possible de ceux qu'il aurait reçus à terre, et si possible dans les mêmes délais. Donc ça peut être le simple conseil même pour un problème de santé bénin. Puis à l'extrême, ça concerne le diagnostic de la mort, l'arrêt d'une réanimation. Au large, certaines professions sont plus accidentogènes que les autres. Les pêcheurs sont victimes de traumatismes parfois graves et difficiles à prendre en charge en pleine mer à plusieurs jours de navigation du premier port. Ici, le commandant a dû pratiquer une anesthésie locale pour retirer l'hameçon du doigt du marin. Et si les capitaines professionnels sont formés à certains soins infirmiers, ils suivent toujours les ordres du médecin. On a tous un objectif commun, c'est là où on travaille en fait ensemble, on devient un binôme capitaine et médecin CCMM, un binôme où on va essayer d'œuvrer dans le bien du malade. Donc s'il ne sait pas le faire, s'il n'a pas l'habitude ou s'il a peur de le faire, c'est moi qui vais faire en sorte de pouvoir le guider et aider à faire au mieux. En mer, la réponse médicale dépend de l'urgence pour le patient, mais aussi de la position du bateau et de sa distance avec un hôpital. En moyenne, les médecins de Toulouse déroutent les navires ou évacuent les marins pour raison médicale dans 20% des cas. Voilà, et pendant que Norbert, notre réalisateur, nous montre l'ampoule d'Olivier qui enfin fonctionne, quelques informations concernant cette consultation médicale maritime qui peut être contactée par tous les moyens de communication, que ce soit la radio, le GSM ou le satellite, 24 heures sur 24 en cas d'urgence, et puis aux heures de bureau lorsque c'est moins urgent. Voilà, n'hésitez pas. Alors Alain, qui ne s'est heureusement pas endormi, va nous parler de la péremption des médicaments. C'est la même chose en fait que la date limite de consommation, je disais, qui est sur les yaourts ou sur d'autres aliments. C'est un peu ça, hein. Il y a une date limite, c'est-à-dire que bon, normalement, à partir de cette date, on n'est plus censé utiliser le médicament, on ne peut le prendre. Alors il faut rappeler qu'un médicament, hein, bon, c'est à la fois un principe actif, le paracétamol par exemple, également une forme pharmaceutique, un comprimé, une gélule, un suppositoire, et puis également un emballage, hein, qu'on avait un conditionnement primaire, hein, par exemple ici on a un conditionnement primaire classique, une petite gélule, etc. Voilà, hein, dans une alvéole. Voilà. Et donc ce principe actif, il va se dégrader. Hein, tout disparaît progressivement. Il va se dégrader plus ou moins vite. Et donc on va voir sur un petit schéma ce qui se passe. Hein, on va le voir à l'écran. Et voilà, alors c'est fait un peu mathématique, mais on voit le pourcentage du produit qui reste. Donc au départ, hein, quand le produit est fabriqué, il y a 100% de la valeur. Et puis on va voir que progressivement, en fonction du temps, là c'est des années, c'est arbitraire, ben, progressivement le produit va se dégrader ou pas. Hein, ça, c'est le cas extrême. Et on considère que la péremption maximum, vraiment, où il y a un problème, il ne faut plus le prendre, théoriquement, c'est lorsqu'on a atteint 90% de dégradation, de ce qui reste. Voilà. Hein. Donc ça veut dire qu'entre la date de fabrication et la date de péremption, on peut utiliser le médicament. De péremption, on peut l'utiliser sans aucun problème, c'est réglementaire. Alors, par contre, ce qui se passe, c'est que la date de péremption qui est marquée sur le conditionnement correspond pas vraiment à la réalité. C'est-à-dire qu'en général, c'est beaucoup plus lent et la dégradation se fait très lentement, voire pas du tout. Il y a des produits qui sont stables pendant des dizaines d'années sans aucun problème. Hein. Alors, comment on la fixe, cette date de péremption? Alors justement, le problème, c'est que le laboratoire, c'est comme toutes les AMM, il demande une durée de péremption, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, il prouve simplement que le produit est stable au bout de 3 ans, mais peut-être qu'il est stable 10 ans, 15 ans, on ne lui demande pas. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est complètement artificiel. C'est artificiel, c'est arbitraire, en tout cas, c'est arbitraire, hein. Enfin, pas totalement arbitraire, parce qu'il y a des études qui montrent que c'est stable, mais c'est pas une péremption véritable d'une certaine façon. Et donc notamment, il y a l'armée américaine qui a fait réaliser une étude par la FDA, la Food and Drug Administration, vous savez, c'est l'agence de médicaments américaine. C'est intéressant qu'ils aient fait ça. Ils ont étudié un grand nombre de produits, de molécules. Hein, ils ont montré que dans 88% des cas, pratiquement tout le temps, eh bien, on pouvait augmenter la date de péremption du médicament de plus de 5-6 ans sans aucun problème. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc, à condition, bien entendu, que le conditionnement reste intact. Bien sûr. Mais
Je me mets à la place du labo. Plus la date de péremption est courte, plus je risque de jeter mes médicaments et d'en acheter des nouveaux. Bien sûr, bien sûr. Alors il faut trouver un intermédiaire entre... Donc on va acheter des médicaments qui sont bons. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème de gaspillage. Hein. D'ailleurs, il y a énormément de problèmes à ce niveau-là. Et donc, mais par contre, il faut insister sur le fait, et on va avoir des exemples, que ce que je dis est réel, à condition que les conditions de conservation soient respectées, si vous voulez. Et notamment, et c'est pas toujours le cas. Alors justement, des exemples. Alors on a des exemples. Alors vous savez que bon, alors on a souvent ça, par exemple. Vous voyez, on a un comprimé, voilà. Et puis sous blister, mais le blister il est ouvert. Donc à ce moment-là, ça laisse pénétrer l'air, l'humidité, etc. Et le produit peut se dégrader. Alors ça, c'est clair et net, on le voit à l'œil nu. Par contre, des fois, c'est moins net. Là, on a l'impression que c'est en bon état, mais finalement, si on voit, c'est un peu... L'opercule a déjà été perforé d'une certaine façon. Donc dans ces cas-là, poubelle. Dans ces cas-là, théoriquement, poubelle. Poubelle du pharmacien, en principe. Poubelle du pharmacien, voilà. Poubelle de la maison. Alors ça, c'est les cas les plus simples, mais on a aussi, c'est un peu les tubes de pommade, par exemple. Alors, un tube de pommade, voilà, un tube de pommade, elle est où la date de péremption? Elle est dessous. Parce qu'on a roulé, évidemment, chaque fois on va pas dérouler pour voir, et donc on se rappelle plus. Et là, par exemple, il est périmé en 2012. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, mais enfin, on n'a même pas une visibilité de la date de péremption. Alors, un exemple également, ça c'est pas un médicament, c'est un produit cosmétique, voilà ce qu'on peut observer. Alors, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, simplement, ça contient de la vitamine C. La vitamine C, ça s'oxyde à l'air, donc on voit très bien qu'à l'air, ça oxyde, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le produit. Donc là, on le voit. Et des fois, on ne le voit pas. Les collyres, on ne voit pas, mais on sait. Alors, le collyre, ça, c'est un vrai problème. Vous voyez, un collyre, c'est ça, normalement, c'est stérile, ce qu'on met dans l'air, ça doit être stérile. Alors, le problème, c'est qu'initialement, il est stérile, puis quand je vais l'ouvrir, voilà, pour l'utiliser, faire tourner les gouttes, et maintenant, il fera plus stérile. Alors, on peut le garder un certain nombre de temps, mais pas trop longtemps. C'est 15 jours, c'est ça? C'est vraiment 15 jours normalement, c'est la règle pour un collyre, mais pour l'aspect stérilité. C'est vrai que ça manque. Quand on achète des boîtes d'alimentation, il y a marqué la date de péremption, puis une fois ouvert, à consommer dans les 48 heures, dans les 8 jours, dans le mois. C'est ça qu'il faut bien. Mais sur les médicaments, il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué à consommer. Pour les collyres, si. Alors pour les collyres, théoriquement, si, mais pour les tubes de pommade, par exemple, c'est ça. Normalement, quand vous l'ouvrez, à ce moment-là, votre pommade, elle est exposée à l'air, etc. Il y a des bactéries, des moisissures qui peuvent rentrer dedans. On ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Et puis il y a le problème des sirops, quoi. Alors ça, les sirops, c'est gros problème, notamment les sirops de paracétamol pour les enfants. On retrempe la pipette. Voilà, on retrempe la pipette. Allègrement, après l'avoir mis dans la bouche de l'enfant. Quand on ne le boit pas directement, et donc c'est classique, voilà. Et puis ce genre de sirop, qu'est-ce qu'on fait? On a utilisé la moitié parce que c'est l'hiver, puis l'hiver suivant, on l'a gardé, et puis l'hiver suivant, peut-être qu'au point de vue chimique, le produit est stable, mais au point de vue bactérien, c'est pas la même chose. Donc il y a des bactéries dedans, et donc ça peut être stérile ou pas stérile, donc c'est quand même un vrai problème à ce niveau. En pratique, qu'est-ce qu'on donne comme conseil à nos téléspectateurs? Alors, le conseil, c'est de conserver les médicaments dans les conditions prévues. C'est-à-dire que, par exemple, pas ouvrir les blisters, etc. À ce moment-là, très probablement, dans la grande majorité des cas, si on dépasse de quelques mois la péremption, on pourra les utiliser. Maintenant, si c'est ouvert, c'est pas la même chose. Par contre, une pommade, c'est en général pas un vrai problème, sauf des cas particuliers. Par contre, tout ce qui est collyre, les choses comme ça, il faut évidemment ne pas les utiliser et les conserver dans les conditions les meilleures de température, par exemple. Voilà, ce qu'on vend à la pharmacie dans des sachets protégés du froid pour les vaccins, par exemple, on doit les mettre directement au frigo et s'en servir après, sinon on vend la chaîne du froid. Ce qu'on appelle la rupture de chaîne du froid, c'est une notion relative. C'est pas parce que vous allez acheter votre vaccin chez le pharmacien que vous êtes obligé de le mettre au frigo instantanément. Oui, mais enfin, dans la pratique, ça ne va pas se détruire brutalement. Ça ne se décongèle pas. Ça ne se décongèle pas, il n'est pas congelé, c'est pas comme un produit congelé. Donc il faut quand même être un peu cohérent quelque part, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus le laisser traîner pendant des heures et des heures en pleine chaleur ou au soleil, c'est clair. Merci. Beaucoup, c'est l'heure d'In Vivo. Retour à l'Oncopole de Toulouse. Aujourd'hui, on va au bloc chirurgical de l'hôpital de l'Oncopole qui est équipé d'un robot de près de 2 millions d'euros, une technologie de pointe qui permet des gestes chirurgicaux d'une très grande précision. On va suivre aujourd'hui une chirurgie du cancer de l'endomètre, c'est le cancer du corps de l'utérus. L'équipe de l'Institut Claudius Regaud a développé une technique déjà validée pour le cancer du sein. La technique du ganglion sentinelle, elle consiste à n'enlever que les premiers ganglions de la chaîne lymphatique pour savoir si les cellules cancéreuses les ont envahis, ce qui permet de préserver les ganglions sains. Reportage à Isabelle Hullard et Stéphane Joviano.
À Toulouse, sur le site autrefois dévasté de l'usine AZF, vient d'ouvrir l'Oncopole, un pôle d'excellence ambitieux et innovant pour lutter contre le cancer. Ici sont regroupés un hôpital, un centre de recherche, des start-up, des associations avec une stratégie, rassembler toutes les compétences du public et du privé pour faire progresser les traitements et assurer à tous les malades de la région l'accès à des soins performants. Vous avez passé une bonne nuit? Ça s'est bien passé? Oui, c'est dormi, oui. Bon, allez, très bien. Donc on y est là. Vous l'avez vu, le robot, ça vous a pas effrayé? Non? Vous avez vu la petite araignée là? Voilà. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, je la vois. L'araignée, la voici. Un robot chirurgical qui va permettre au professeur Legvac de réaliser une ablation de l'utérus avec une précision inégalée. L'IUCT dispose en effet de matériel très sophistiqué pour traiter les cancers gynécologiques. Essayez de vous détendre au maximum. Voilà, super. La patiente opérée aujourd'hui souffre d'un cancer de l'endomètre, la muqueuse de l'utérus. Est-ce qu'on peut inciser, mesdames? Donc incision. Une intervention de moins en moins agressive. Plus besoin d'ouvrir, de simples incisions suffisent pour introduire les trocars, ces cylindres creux dans lesquels vont passer les instruments. On y va tout droit. Avec précaution, l'équipe installe ensuite le robot. 4 bras télémanipulés qui tiennent les instruments chirurgicaux et la caméra en 3D. Voilà, donc là le robot est arrimé et l'intervention peut commencer. La tumeur est localisée, mais le chirurgien va pratiquer l'ablation de l'utérus et de tout l'appareil reproducteur pour prévenir le risque de métastase. Donc là vous avez la cavité utérine. Alors c'est un adénocarcinome de l'endomètre de stade 1B, c'est-à-dire qui infiltre jusqu'à la moitié du millimètre, qui est intra-utérin. Donc là, bien sûr, la tumeur n'est pas apparente. Cette volumineuse masse que l'on voit, ce n'est pas du tout la tumeur, c'est un volumineux myome. Donc c'est une tumeur bénigne que la patiente a de manière associée, qu'on avait visualisée également sur l'IRM. Donc on va commencer l'intervention en enlevant les ganglions sentinelles. L'intervention se poursuivra ensuite par l'ablation de l'utérus, des trompes et des ovaires, que l'on va faire avec cette robot assistance par voie celluloscopique. Voilà, donc on va se mettre à la console. Il a mémorisé notre taille, nos caractéristiques. Il me reconnaît et je le reconnais. Voilà, donc on va se mettre à la console en 3D, vous voyez. Et là j'ai un micro pour communiquer avec la salle et pouvoir ainsi diriger l'intervention. Grâce à cette vision très fine et à l'assistance robotique, le chirurgien opère donc à distance avec l'aide de l'équipe. C'est un vrai confort pour lui et il a surtout le plaisir de réaliser un travail d'une grande rigueur. La main de l'homme a normalement 3 degrés de liberté et là avec les mouvements du robot, elle acquiert 7 degrés de liberté. Le ciseau est capable de couper avec la main à l'envers ou avec la main dans l'autre sens puisque les mouvements sont démultipliés. Autre technique innovante utilisée ici, celle du ganglion sentinelle. Le chirurgien va seulement prélever les premiers ganglions qui partent de l'utérus pour vérifier qu'il n'y a pas de métastase dans la chaîne lymphatique. Pour les repérer, on leur a injecté un produit radioactif ainsi qu'un colorant bleuté. Donc là j'aboutis au premier ganglion qui est très très bleu, vous voyez, qui a capté le colorant. Et on va vérifier qu'il a également capté donc, le marqueur. Voilà, si tu veux introduire la sonde, Marie. Donc, vous voyez là, le produit est capté. On est bien certain que c'est lui le ganglion sentinelle, c'est lui le premier relais ganglionnaire. Cette technique du ganglion sentinelle, couramment utilisée dans le cancer du sein, est encore nouvelle pour le cancer de l'utérus. Elle permet d'éviter d'enlever toute la chaîne lymphatique, ce qui entraîne des effets secondaires très handicapants. Je vais retirer le petit ganglion. On essaye d'être assez minutieux pour ne pas abîmer les autres structures à côté. Pour ne pas créer de dégâts lymphatiques, si vous voulez, pour éviter les phénomènes de lymphœdème, de grosses jambes, qui peuvent se produire après l'ablation du ganglion. Voilà. Donc là, j'ai fini de disséquer le ganglion. Il n'y a pas une minute à perdre. Les 2 ganglions sentinelles sont immédiatement envoyés au laboratoire d'anatomopathologie. Celui-ci est situé juste à côté du bloc, ce qui permet une grande réactivité. C'est le docteur Méry qui va analyser les ganglions à la recherche de cellules cancéreuses. Donc on va congeler ces ganglions afin de les durcir pour pouvoir faire des coupes très fines de 5 microns. La congélation prend environ 5 à 10 minutes.
Pour limiter le temps d'anesthésie, il faut répondre le plus rapidement possible. Suivant notre réponse, le chirurgien continuera son geste opératoire sur les ganglions ou arrêtera son geste opératoire sur les ganglions. Une fois coloré, le docteur Méry observe les coupes au microscope pour voir s'il y a des métastases. Dans ce cas, toute la chaîne lymphatique devrait être prélevée. Je vois rien. Ces prélèvements seront vérifiés plus tard à nouveau, mais dans l'immédiat, le diagnostic du docteur Méry est décisif. Elle en informe immédiatement le chirurgien. Les 2 ganglions gauches sont non métastatiques. Ok, d'accord. Au bloc, le professeur Legvac a poursuivi l'ablation de tout l'appareil reproducteur, mais il sait désormais qu'il ne touchera pas au système lymphatique. On sait que cette maladie est locale et uniquement locale. C'est une très bonne nouvelle pour la patiente puisqu'effectivement elle va pouvoir ne pas avoir d'exérèse ganglionnaire, c'est-à-dire de curage ganglionnaire, mais également très probablement que le traitement va être simplifié. Alors il faut un tout petit peu de prudence verbale parce qu'il faut attendre l'analyse définitive de l'utérus pour être certain qu'elle n'aura pas de radiothérapie et qu'elle aura un traitement chirurgical seul. Au bout de 2 heures, l'intervention se termine. L'association de la robotique et la technique du ganglion sentinelle a donc permis à la patiente de bénéficier d'une intervention beaucoup moins invasive avec un meilleur pronostic pour la suite. Voilà, donc là on suture le péritoine. Vous voyez, je finis mon dernier nœud. Parfait. C'est une désescalade thérapeutique puisque jusqu'à il y a encore 4 ans, en 2010, nous faisions systématiquement la même intervention, quel que soit le grade, le stade de la tumeur et quelle que soit l'extension. L'association de ces 2 techniques permet à coup sûr de diminuer la morbidité, de la diminuer de manière importante, mais également permet une meilleure récupération des patientes puisque cette patiente va rester hospitalisée jusqu'à après-demain, elle va rester 1 à 2 jours hospitalisée, avec un retour à la vie professionnelle qui va être très rapide, environ en 14 jours à 15 jours. Un retour à la vie professionnelle plus rapide, c'est le plan Cancer 3, est en fait un facteur de bon pronostic en termes de guérison des malades. Merci tout le monde, merci pour elle. Voilà, demain, à la fin de ce document, on verra ce qui est fait à l'Oncopole pour le bien-être des patients atteints de cancer. Un appel à témoins, Benoît. Pour un prochain reportage sur l'autoconservation sociétale des ovocytes. C'est une jolie expression. Ça. Très jolie. Nous recherchons des témoignages. Si vous n'avez pas de... ça. Non. Vous n'avez pas de problèmes médicaux, mais que vous avez décidé de congeler vos ovocytes pour plus tard, c'est ça la congélation sociétale, eh bien, dans un pays qui autorise cette pratique, parce que ce n'est pas autorisé en France, eh bien, appelez-nous, ça nous intéresse d'en discuter avec vous au 01 58 88 85 21. Donc l'autoconservation sociétale des ovocytes. C'est magnifique. Vous ne bougez surtout pas dans quelques instants. Le docteur commence. On répond à toutes vos questions sur la DML, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. À tout de suite. Le magazine de la santé vous reçoit sans rendez-vous sur France5.fr.